Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Beniamine au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, nous sommes en tête-à-tête, nous sommes en duo juste tous les deux, Loïc Fouquet, salut. Hello. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Loïc a été avocat pendant 3 ans au sein d'un grand cabinet très prestigieux à Paris, où il a fait beaucoup de droit de la musique, comme ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien, et aujourd'hui il est musicien professionnel. Tout est très logique, puisque aujourd'hui, nous sommes tout à fait vifs, tout à fait affûtés, et croyez-moi, on va en avoir besoin pour traiter de ce premier épisode d'une série que nous allons consacrer au droit de la musique. Ouais, avec aujourd'hui, pour commencer à cadrer et à cerner notre sujet, à qui appartient la musique ? Et pour commencer, la musique, c'est quoi ? Très bonne question. Très bonne question. Est-ce que tu peux nous éclairer dessus, Clara ? Pour une fois, c'est moi qui pose les questions, tu vois. Tu prends tes aises. Tu prends tellement tes aises. Alors, on va commencer par expliquer quelques grandes notions et quelques grandes différences dans les notions qui s'articulent dans le droit de la musique, puisque le droit de la musique détaille 3 événements qu'on appelle des faits juridiques pour la création, pour la caractérisation d'une œuvre, d'un morceau de musique, d'une œuvre musicale. Alors, on va commencer par établir les différences entre la composition, l'interprétation et l'enregistrement. Et ces 3 événements sont régis par 2 types de droits qui sont des droits d'auteur et des droits voisins. Ne partez pas tout de suite, on va y aller tout doucement. Oui, alors précisons on parle de musique enregistrée a priori, parce que on va pas trop parler de la musique sur scène qui bon, évidemment ne passe pas trop par la phase enregistrement. Non, là vraiment on parle des musiciens en studio. Voilà. Et des CD qu'on achète à la Fnac. Ah non, pardon. Des compacts C'était en 2003. On parle alors si je commence à dire phonogramme avant de l'avoir expliqué. Phonogramme. Spotify. Voilà, ce que vous écoutez sur Spotify, sur YouTube. De tout ce qui n'est pas donc de la musique live. Alors, pour commencer, le Code de la propriété intellectuelle définit ce qu'est une œuvre protégeable, une œuvre de l'esprit. On en avait déjà un peu parlé dans notre épisode sur peut-on détruire les œuvres d'art, auquel je vous renvoie. Mais reprenons un peu. Une œuvre protégeable, c'est quelque chose de mis en forme par opposition à une simple idée. Donc une idée n'est pas protégeable en soi, donc c'est quelque chose de mis en forme et qui est original. Qu'est-ce que c'est l'originalité ? C'est défini comme étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, son empreinte créative et intellectuelle. La notion est un peu fumeuse, mais c'est bien que ça soit assez souple. Alors c'est pas défini précisément par un texte de loi, ça a été défini par la jurisprudence, donc par les décisions qui ont été rendues par les juges, et c'est bien que ça soit assez souple comme définition, parce que le but c'est que ça puisse s'adapter et épouser un peu toutes les situations où ça serait pertinent. Et pour définir cette œuvre musicale, on a un très grand auteur en droit de la propriété intellectuelle, un peu notre légende à nous, qui s'appelle Desbois, et qui a déterminé qu'une œuvre musicale, c'est la rythmique, la mélodie et l'harmonie. Voilà. Mais alors ? Mais il avait pas encore la musique enregistrée, il avait pas encore les paroles en tête, hein, la chanson populaire, il l'a oublié. Voilà, la chanson populaire. La chanson populaire. Donc rajoutons les paroles qui sont évidemment le texte qui est évidemment une composante de l'œuvre musicale, tout à fait, de l'œuvre de chanson. Et qui n'avait pas été envisagée par Desbois à ce moment-là. Donc l'œuvre protégeable, c'est une création mise en forme et originale. Et à ce moment-là, on pourrait se poser un peu la question sur les outils qui servent à créer ces œuvres musicales. Et dans outils, je ne veux pas dire instrument, mais je veux dire, par exemple, la gamme de Do. Ah, parlons solfège, super. Parlons solfège. Oui, puisque nous sommes tous les deux musiciens. La gamme de Do, est-ce qu'elle est protégeable ? Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un possède la gamme de Do ? Est-ce qu'à chaque fois... J'espère pas. J'espère pas non plus, mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un crée un morceau en utilisant une note de la gamme de Do, est-ce qu'il doit demander l'autorisation à quelqu'un ? Donc, est-ce que cette gamme appartient à quelqu'un, pardon ? Eh bien non. La gamme de Do n'est pas une œuvre protégeable. Elle appartient à ce qu'on appelle le fonds commun.
Et c'est la même chose en ce qui concerne l'accroche, les arpèges ou bien la gamme pentatonique. Personne ne possède ces éléments-là qui sont donc nécessaires à la fabrication de toute œuvre musicale. Alors avec plein d'exceptions, c'est un peu la même chose sur la couleur verte, par exemple. Personne ne possède la couleur verte, même si il se pourrait que Christian Louboutin possède une certaine déclinaison de couleur rouge maintenant. Voilà, mais de la même manière, personne ne possède la gamme de Do, mais si on écrit un morceau à partir de la gamme de Do, le morceau, s'il est original, s'il représente l'empreinte créative et intellectuelle de l'auteur, il est protégeable. Tout à fait. Mais donc voilà, donc retenez que la croche, la double croche, la noire, la blanche et les gammes n'appartiennent à personne, que c'est ce qu'on appelle le fond commun. Voilà. Deuxième définition, dans un deuxième temps, après la composition, parlons de l'interprétation. Qu'est-ce que c'est une interprétation ? Alors, l'interprétation, ce n'est pas un droit d'auteur comme l'œuvre de l'esprit. L'interprétation, c'est ce qu'on appelle un droit voisin. Un droit voisin, donc c'est un droit, très bêtement et un peu étymologiquement, c'est le droit juste à côté. Mais son régime est un peu calqué sur le droit d'auteur, on va y revenir. Je vais me permettre de vous lire l'article du Code de la propriété intellectuelle parce qu'il est rigolo, qui nous explique ce que c'est qu'un artiste-interprète, et qui dit « L'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire, artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette. Il ne manque donc que les claquettes. Oui. Qui sont aussi des artistes-interprètes. Ce sont des danseurs. Aussi des artistes-interprètes. Non, mais je trouve ça très rigolo que les personnes qui ont rédigé le texte de loi se sont dit, ce texte de marionnettes. Voilà, absolument. ce texte n'est pas limitatif, mais il donne des exemples et ils se sont dit, les mecs, très très important, les marionnettes, vraiment, il faut qu'on les écrive dans la loi. Bref, Guignol, tu es protégé. Donc, l'artiste-interprète, la personne qui a fait cette interprétation, qui a donné cette performance, voit son interprétation protégée par ce qu'on appelle un droit voisin. Voit protégée donc la fixation de son interprétation sur le support et c'est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Si ça vous intéresse, c'est le livre 2 du Code de la propriété intellectuelle. Et enfin, qu'est-ce qu'un enregistrement ? Qu'est-ce qu'un phonogramme ? Eh bien, il s'agit de la fixation réalisée à partir de la prestation vivante de l'artiste-interprète d'une œuvre sur tout support. Et tout support, ça peut être un vinyle, une cassette, un MP3, d'autres idées ? Un compact disque ? Non, je pense que la liste est pas mal déjà. Je pense que la liste est déjà pas trop mal. Donc voilà, l'enregistrement, c'est la fixation de la prestation. Voilà, et le phonogramme, c'est la fixation du son. Du son, voilà. Donc, il va toujours falloir réfléchir dans le petit parcours sur cette... Alors, t'as écrit dichotomie, c'est pas très gentil pour les gens. Cette distinction, si vous préférez. Cette distinction, cette summa divisio. Oh là là, t'es encore pire que moi, là. On part sur du latin. J'avoue, latin 9h25. On n'avait pas encore de latin dans l'épisode, bon bah voilà. C'est ça, donc bravo. summa divisio. On va toujours réfléchir à partir de cette... Donc on parle de dichotomie, mais de cette grande distinction entre le droit d'auteur et le droit voisin, car l'approche est un peu différente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, ce qu'on entend à la radio, sur une plateforme de streaming comme Spotify ou sur un CD, c'est une combinaison de ces trois faits juridiques qu'on vient d'expliquer. La composition, l'enregistrement et l'interprétation. Et donc, la combinaison de ces trois faits juridiques produit des conséquences juridiques par l'effet de la loi et non pas par la volonté des individus. Est-ce que vous nous suivez toujours ? C'est la définition du fait juridique. C'est la définition du fait juridique. Retour en L1 droit. Ah, on fera un épisode sur le fait juridique. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on aborde un nouveau truc... Il nous faut un nouvel épisode pour expliquer. Qu'il nous faut 8 nouveaux épisodes pour tout expliquer. Bref, maintenant qu'on a tenté d'expliquer ce que c'était qu'une œuvre musicale, ce que c'était qu'un phonogramme et une interprétation, et ce qui permet d'arriver à ça, on va évoquer ensemble avec Loïc ce que c'est qu'un ayant droit, qu'un artiste, qu'un producteur, qu'un auteur, et donc qui possède et qui gère tout ça. Loïc ? Eh ben, on va un petit peu lister et faire le clair sur les personnes qui sont aujourd'hui les titulaires de droit. Alors, il y a beaucoup de termes différents pour parler d'eux. On va les diviser en trois. On va parler des titulaires originels, on va parler des ayants droit, et puis on va parler après des sociétés de gestion collective. Yes, tout un programme. Ah, ça,
On va pas s'ennuyer. Alors, les titulaires originels. Donc, ce sont les titulaires les titulaires de droit qui sont prévus par la loi. En premier lieu, évidemment, les auteurs. La personne qui a composé, écrit les paroles. Voilà, donc ça va être le compositeur de la musique, ça va être l'écrivain des paroles, ça va être aussi l'arrangeur qui va proposer des changements, des arrangements sur une œuvre préexistante. Ça va être l'adaptateur qui va éventuellement traduire des paroles pour proposer une version française d'une chanson anglaise par exemple. Et quand on a plusieurs auteurs, on les appelle les co-auteurs. Et bon, voilà, à la SACEM, par exemple, les différents auteurs n'ont pas tout à fait le même statut. On va avoir des différences de traitement entre le compositeur, l'auteur, l'arrangeur, l'adaptateur. On verra plus tard. On verra plus tard la SACEM, mais ça arrive très très vite, ne vous inquiétez pas. On a aussi les artistes-interprètes. Donc tu en parlais, qui sont aussi des titulaires originels. Ce sont ceux qui interprètent une œuvre artistique. Donc c'est l'article L212-1 du CPI. C'est le chanteur, ce sont les instrumentistes qui sont engagés en studio pour enregistrer. CPI, Code de la propriété intellectuelle, voilà. Si jamais vous ne l'avez pas encore retenu. Ensuite. Et on a également les producteurs de phonogrammes. Tu parlais tout à l'heure d'enregistrement, et c'est vrai que les producteurs de phonogrammes, donc les producteurs d'un enregistrement de son, les producteurs d'albums, les maisons de disques, si on préfère, de disques, pas de dix, on a tendance donc à les appeler ayants droit, mais c'est un peu réducteur, parce que ils sont avant tout titulaires d'un droit voisin propre en tant que personne qui a l'initiative et qui prend la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son, et c'est sa définition dans le Code de la propriété intellectuelle à l'article L213-1. Donc le producteur, c'est la personne qui possède les droits sur l'enregistrement. Voilà, sur les bandes, si on préfère, sur le master. Si on reste un peu analogique dans notre approche. Non, mais c'est pas mal en fait de pouvoir visualiser que c'est la personne qui possède la galette, quoi. Enfin, Exactement. La première galette, et qui notamment se voit attribuer cette propriété parce qu'il est celui qui a pris le risque de la production. C'est ça. Il a la propriété sur l'objet, en fait, qui est immatériel, mais fixé sur un objet matériel. Donc, il est propriétaire et des droits et de l'objet matériel que représente le master. Mais c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il est propriétaire en tant que tel sur le master, mais il se fait céder les droits sur l'enregistrement. Alors oui, il se fait céder les droits par l'artiste-interprète, mais il a aussi son droit propre en tant que producteur. Oui. Et c'est pour ça qu'il est aussi un ayant droit. Mais on va y revenir. Et je tentais une transition. Non, mais alors très belle transition avec justement les ayants droit. Qui sont effectivement, comme tu le dis, les cessionnaires, ceux qui détiennent un droit d'auteur ou un droit voisin sur tout ou partie de l'œuvre ou de l'enregistrement du fait de la cession de ce droit par un titulaire originel. Donc le cessionnaire, c'est celui qui se fait céder le droit. Exactement. Donc on a au premier lieu, puisqu'on va continuer la logique, on a l'éditeur. C'est celui qui va se faire céder les droits d'un auteur ou d'un co-auteur par un contrat en musique, un contrat d'édition musicale. Alors, moi, l'éditeur, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. D'ailleurs, je me rappelle une fois l'année dernière, je t'ai appelé et tu m'as expliqué pendant 1 heure ce que c'était qu'un éditeur. Pour faire hyper simple, je me permets sous ton contrôle, l'éditeur, c'est un peu l'agent du morceau. C'est l'agent de l'œuvre. C'est difficile à dire. En fait, si on reprend le rôle d'origine de l'éditeur, comme je te l'expliquais il y a je sais plus combien de temps, mais le rôle d'origine de l'éditeur, c'est comme en matière de livre, c'est la reproduction graphique de l'œuvre, et c'est l'édition des partitions, la vente des partitions, la location aussi à des orchestres qui utilisent des partitions d'orchestre, etc. Et on a encore des éditeurs aujourd'hui dont l'activité principale c'est l'édition de partitions d'orchestre et la location de ce matériel-là. Aujourd'hui, le rôle a un peu évolué, c'est vrai, et aujourd'hui les éditeurs sont souvent un partenaire particulier. Big up. Un partenaire privilégié des artistes. 9h31, partenaire particulier. Et alors, je voulais citer le nom du chanteur et j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, on enchaîne. On enchaîne. Donc l'éditeur, il a effectivement aujourd'hui un rôle un peu plus poussé que juste l'édition des partitions, puisque effectivement c'est aujourd'hui dans la musique en tout cas populaire et dans la musique enregistrée, l'édition des partitions, c'est pas un business très très rémunérateur. Donc aujourd'hui, il va s'occuper effectivement du placement de l'œuvre, soit auprès de publicitaires, dans des synchronisations, dans des films, etc. Il recherche des opportunités pour l'artiste et puis surtout, il peut récupérer quelques subventions aussi. Mais bon. C'est ça. Et d'ailleurs, on a déjà prévu de faire un épisode un peu axé, notamment sur le droit de synchronisation. Donc, comment on fait pour mettre une musique dans un film ou dans une pub? Restez branchés. Donc,
l'éditeur se fait céder le droit d'auteur. Et on a aussi le producteur. On a dit qu'il avait son droit propre en tant que producteur, mais il est aussi cessionnaire des droits des artistes-interprètes sur les enregistrements, mais aussi cessionnaire des droits d'auteur sur la pochette, etc. Donc le producteur qui produit le CD, la maison de disques, elle est aussi cessionnaire de droits. Elle est aussi ayant droit. Et surtout, voilà, ce sont, comme on disait, deux types d'exploitants importants qui a chacun son rôle dans l'exploitation de la musique. Et lui, le producteur, pour le coup, il est plus en charge de financer et de prendre la responsabilité de la production du single, de l'album, et il assure ou fait assurer la commercialisation et la distribution de l'album. Pour l'éditeur, on a parlé de son rôle qui est un peu plus variable. Il peut aussi participer au financement de l'album, au financement de la tournée. Voilà, il a un rôle un peu plus diffus et un peu plus variable en fonction de comment l'éditeur a envie de fonctionner. Et maintenant, passons à une forme de cauchemar pour plein d'étudiants en droit. Ah non, c'est même passionnant pas, une fois que même, t'as compris. Mais même pas pour les étudiants, parce que là, on va aborder la question de la gestion collective. Oui, pardon. Passons à la gestion collective. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on touche quasiment pas pendant ces études. La gestion collective, on parle un petit peu de la SACEM. Voilà. À un moment, quoi. On sait que ça existe, mais voilà. En tout cas, dans les études de droit, peut-être que dans les écoles de musique ou de musiques actuelles, de diplôme de musicien, etc., on est un peu plus formé. En tout cas, en droit, la gestion collective, on n'est pas prêt. Non, voilà. On n'est pas prêt. Et c'est vrai que du coup, quand tu te retrouves en tant que jeune avocat à t'as un client qui arrive et qui fait, non mais vous me dites que je vais toucher des droits de la SACEM. Combien? Eh ben, t'es bien embêté. Donc du coup, voilà. Des bisous. Mais en fait, c'est parce qu'on s'y intéresse pas. Parce qu'en réalité, c'est très facile. C'est ça. Donc des bisous à la SACEM, à la SACD, à la SCAM, à la SAGE. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, Loïc, tu nous expliques un peu les sociétés de gestion collective? Alors, les sociétés de gestion collective, c'est effectivement la partie du fonctionnement la moins facile, ou en tout cas la moins évidente à appréhender. Donc la gestion collective, c'est la collecte et la répartition de la rémunération de l'exploitation de certains droits qui peut être confiée à des sociétés de gestion collective. Il en existe beaucoup, il en existe pour différents types de droits d'auteur et de droits voisins. Et on va les lister un petit peu plus, un peu plus tard. Donc voilà, par exemple, on en a parlé, on connaît tous la SACEM. Il faut préciser que la SACEM et les sociétés de gestion collective sont des sociétés privées. Très important, voilà. Ce ne sont pas des administrations, ce n'est pas le ministère de la Culture. Donc ce sont des sociétés privées. Voilà. Alors par contre, on parle du ministère de la Culture. Donc ce sont des sociétés privées qui, depuis récemment, doivent être homologuées, doivent avoir une validation de la part du ministère de la Culture. Donc ces sociétés, elles collectent pour le compte des auteurs et des éditeurs qui sont des membres inscrits les droits qui leur reviennent sur certaines exploitations qui nécessitent leur autorisation. Pas toutes, puisque certaines autorisations sont données exclusivement par l'auteur et éventuellement par l'éditeur s'il est là. Et voilà, on a certains droits qui sont aujourd'hui en gestion collective et d'autres non. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'exploitation où la SACEM va aller collecter des revenus pour les redistribuer? Tout simplement, alors ça va pas être la SACEM elle-même, mais tout simplement les passages radio. Voilà, les passages radio aujourd'hui, on ne donne pas son autorisation pour être diffusé à la radio. La plateforme radio, enfin la radio va tout simplement diffuser le morceau et faire une déclaration a posteriori auprès de l'ASPRE, qui va ensuite reverser les droits à la SACEM. On y vient, qu'est-ce que c'est l'ASPRE? Bref. Voilà. Et donc la gestion collective, elle n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être inscrit à la SACEM, mais très par important. contre... Mais ça facilite beaucoup de choses, effectivement. Voilà, ça facilite beaucoup de choses et surtout, en fait, par exemple, tout ce qui est radio, on peut pas les récupérer par soi-même aujourd'hui, à moins de passer par une société de gestion collective. Une société de radio ne va pas aller payer directement aux auteurs ce qu'elle leur doit. Tout à fait. Alors par contre, effectivement, on en parlait dans le cadre de la préparation de l'émission. Moi, j'ai un exemple de théâtre qui voulait pas passer par la SACD, donc qui est sa société de gestion collective pour les auteurs de la pièce de théâtre, et qui en fait prenait la responsabilité tous les mois de faire un petit chèque avec le bon montant, le bon taux, le bon pourcentage, et d'envoyer directement le chèque aux auteurs. Bref, ce sont des hypothèses marginales, mais en tout cas, ce qu'il est important de savoir, si jamais vous vous intéressez à ces questions-là, c'est que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de passer par les sociétés de gestion collective
mais ça n'a rien d'obligatoire. Et notamment, les sociétés de gestion collective vous ponctionnent, ce qui est assez logique, hein, il faut bien que ça tourne, vont ponctionner des frais de fonctionnement. Donc voilà, bref. Donc c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'être membre, mais c'est quand même un rôle indispensable. Ça simplifie la vie. Les sociétés vont collecter pour eux les droits, elles leur reversent périodiquement le fruit de ces collectes. Et d'ailleurs, une petite salutation à tous les auteurs qui ont reçu leur répartition en ce début janvier. Pour certains, c'est Noël après l'heure. C'est ça. Oui, et donc du coup, au cas où, si jamais c'était pas tout à fait clair, les auteurs, les musiciens, en fait, adhèrent à la SACEM et ils apportent au répertoire de la SACEM leurs œuvres. Et donc, du coup, sur le site de la SACEM, il y a un immense répertoire des œuvres. Si vous tapez répertoire SACEM, c'est le premier lien qui sort sur les moteurs de recherche. Qui est un des plus grands au monde, d'ailleurs. La SACEM est une des plus grandes sociétés de gestion collective au monde. Et il faut préciser aussi peut-être que les sociétés de gestion collective fonctionnent entre elles. Elles ont des accords entre elles. À l'international, voilà. C'est-à-dire que l'équivalent de la SACEM au Mexique, alors j'espère que je tombe pas dans les 4 exceptions parce que il y a 8 pays au monde qui fonctionnent pas comme ça, mais... T'aurais pu prendre plus évident. Laisse-moi tranquille, je voulais pas prendre un pays européen parce que c'est encore d'autres accords. Alors cite-moi la société de gestion de droits d'auteur Mexique. Je ne sais pas. Bref, je connais celle de Grèce, bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que oui, les sociétés de gestion collective fonctionnent en réseau international. Par exemple, vous sortez une chanson en France, elle est diffusée au Mexique, la société de gestion collective mexicaine va récupérer les sommes qui vous sont dues, va les transmettre à la SACEM et la SACEM va vous les reverser. Non, c'est pas comme ça ? Bah, c'est pas toujours comme ça. La bouche. C'est pas toujours comme ça. En fait, bon, il y a surtout des accords de représentation généraux entre les sociétés de gestion collective qui fait que aujourd'hui une société mexicaine a par exemple le droit d'aller diffuser les morceaux de la SACEM, ou en tout cas le droit d'autoriser l'exploitation des morceaux de la SACEM. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pas négliger le rôle des sous-éditeurs, et notamment, en fait, les sous-éditeurs, ça va être la personne qui va aller récupérer pour le compte d'un éditeur les droits auprès des sociétés de gestion collective étrangères. Donc voilà, leur rôle n'est pas à négliger. Ok. Est-ce que tu me donnerais quelques autres exemples de sociétés de gestion collective ? Alors en France, on a la SACD, par exemple pour les auteurs et compositeurs d'œuvres dramatiques. Donc c'est beaucoup plus audiovisuel, film, théâtre, documentaire, voilà. On a la DAGP pour tout ce qui est œuvres graphiques, on a la SCAM pour les œuvres numériques. Et notamment nos copains les youtubeurs. Voilà, et on a la SAGE, SAJE pour les jeux télé. Voilà. En musique, c'est quand même quasi exclusivement la SACEM en France. On en a d'autres à l'étranger, mais on n'en parlera pas. On a aussi d'autres sociétés qui sont un peu plus petites et qui sont chargées de la collecte d'un seul type de droit. Pour le reverser ensuite aux sociétés qui sont chargées, elles, de la répartition. Par exemple, on a la SDRM, tous ceux qui ont déjà pressé des CD ou qui ont déjà sorti de la musique d'eux-mêmes connaissent cette société-là qui collecte le droit de reproduction sur support phonographique, donc CD, DVD, etc., et qui nécessite d'avoir... il est nécessaire d'avoir l'autorisation de la SDRM avant de procéder à un pressage. Le presseur vous demandera toujours le numéro d'autorisation SDRM. On a également l'ASPRE, SPRE, voilà, qui collecte la rémunération équitable, donc tout ce qui est radio, télé, discothèque, soit les diffusions dans des lieux publics, et qui la reverse aux autres sociétés pour répartition, notamment la SACEM. Voilà. On a Copie France, qui collecte la copie privée auprès des fabricants importateurs de matériel soumis à la copie privée, donc pareil, CD, DVD, disque dur, etc. Oui, c'est ça. Alors, très important, par exemple, si vous achetez une clé USB, ça a l'air un peu anodin, mais sur cette clé USB, donc sur tout support de stockage, je donne l'exemple de la clé USB parce que c'est très facile à comprendre, sur tout support de stockage, il y a une petite partie qui va en fait être versée à cette société de gestion collective qui s'appelle Copie France et qui collecte tout ce qui est dû au titre de la copie privée pour le reverser aux artistes. Exactement. Okay. Mais la copie privée est un sujet assez complexe pour qu'on en parle. On fera un épisode sur la copie privée, c'est effectivement très intéressant. Mais il n'y a pas que le droit d'auteur, parce que là on parlait que de droit d'auteur, mais on a aussi parlé des droits voisins, on l'a dit au début, et on a plusieurs sociétés. Donc tout d'abord pour les producteurs, on a la SCPP ou la SPPF. Donc au choix, les producteurs peuvent s'inscrire à l'une ou à l'autre pour récupérer les droits
qui leur sont dus en gestion collective. Et donc, soit ils vont récupérer tout ce qui est en gestion collective obligatoire, donc notamment la radio, soit ils vont opérer sur la base de mandats. Un mandat donné volontairement par les producteurs pour aller récupérer des sommes qui leur sont dues et peut-être éventuellement en streaming, etc. Voilà. On a aussi des sociétés d'artistes-interprètes. On a l'ADAMI ou la Spedidam pour tout ce qui est chanteurs, danseurs, etc. Musiciens d'orchestre, etc. Voilà. Et donc à eux aussi, l'Aspré et Copy France reversent une partie de leur perception sans forcément passer par la SACEM. Et voilà. Et surtout, il y en a pour différents pays. On a BMI en Angleterre, on a la SCAP aux États-Unis, la GEMA en Allemagne. Voilà, plein de termes barbares qui nous font saliver. Ok, t'es plus fort que moi, j'ai compris. Non, mais pas du tout. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que faut pas être perdu avec toutes les sociétés de gestion collective parce que même de toute façon les professionnels ne les connaissent pas toutes. Loin de là. Donc, on parlera sans doute au prochain épisode consacré à la musique des différents types de droits d'ailleurs, puisque principalement le droit d'un ayant droit, d'un titulaire, c'est un droit d'autoriser une exploitation. Mais en France et ailleurs, il se divise par plein de types de droits. On va avoir le droit de reproduction, le droit de représentation, etc. Droit de communication au public, droit de synchronisation, si tant est qu'il existe. Mais voilà, on parlera de tout ça à l'occasion d'un prochain épisode. Tu tends des perches, tu tends des pistes. Voilà. Mais on peut déjà commencer par donner quelques exemples, peut-être. Oui, on va donner quelques exemples, quelques utilisations et qu'est-ce qui est possible, puisque la question préférée de tous les gens qui connaissent un avocat, c'est est-ce que j'ai le droit d'utiliser... Est-ce que j'ai le droit de Est-ce que j'ai le droit de Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Est-ce que j'ai le droit de prendre de la musique de film pour ma vidéo YouTube, etc., 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 etc. Et donc, on va parler de YouTube, de podcast et de 2-3 choses comme ça. Pour commencer, est-ce que j'ai le droit de faire un cover sur YouTube sans rien demander à personne ? Eh bien, globalement, oui. C'est-à-dire que... Alors, on parle de YouTube, c'est-à-dire que malheureusement, ce que je vais vous dire là ne s'applique pas à Dailymotion, qui fait que vous n'avez plus besoin de demander directement l'autorisation pour faire votre cover. Vous avez le droit de prendre votre ukulélé et de faire une reprise de Gangnam Style. On y vient juste après. Et donc, la SACEM et YouTube ont un accord qui fait que YouTube va verser directement les rémunérations à la SACEM et vous n'avez rien d'autre à faire que faire votre petit cover. Sauf que il y a quelques petits aménagements à prendre en compte quand même là-dedans. Il existe une base de données que vous trouverez sur le site de YouTube directement qui s'appelle le Creator Studio, dans lequel il y a un onglet qui liste globalement tous les morceaux de musique et qui vous dit à chaque fois ce que vous avez le droit de faire avec. Et donc, pour Gangnam Style, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 catégories. Donc, il est écrit, pour Gangnam Style, si vous utilisez cette chanson, à la lecture, votre vidéo sera visible dans le monde entier. Par contre, la monétisation peut être récupérée par l'artiste, gênant. Et, enfin, gênant si jamais vous souhaitez récupérer des fruits de ce travail. Et pour une reprise, pour un cover, vous avez tout à fait le droit de la faire. La lecture sera autorisée dans le monde entier. Par contre, encore une fois, la monétisation sera peut-être récupérée par l'artiste. Ça, c'est un peu la modalité open. Il y a d'autres modalités, on a un peu cherché, et par exemple, pour le titre The Next Episode de Dr. Dre, vous n'avez rien le droit de faire. C'est-à-dire que si vous l'utilisez dans votre vidéo, votre vidéo sera strikée immédiatement. Si jamais vous faites un cover, votre cover sera striké immédiatement, donc la vidéo sera mise hors ligne, supprimée, etc. Voilà. Vous connaissez. Donc retrait parce qu'au final, les ayants droit, les titulaires de droit, pas autorisé. Voilà, gardent le dernier mot sur l'utilisation malgré l'accord SACEM YouTube. Exactement. Et dernière hypothèse, il y a certaines œuvres où c'est autorisé dans certains pays et pas dans tous. Et prenons par exemple Wannabe des Spice Girls, qui est autorisé à la lecture sur votre vidéo,
partout, sauf dans 249 pays dans le monde. Ce qui fait beaucoup. Dont la France, ce qui fait beaucoup. Non, après il y a plein d'autres modalités entre les deux. Vous allez avoir plein de pays où plein d'œuvres où c'est autorisé partout, sauf dans 4 pays. Bref, donc pensez quand vous voulez faire un cover sur YouTube ou utiliser une musique, un phonogramme du commerce, donc une musique que vous entendez à la radio pour faire très 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 simple. Me fais pas les gros yeux comme ça. Phonogramme du commerce défini. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Pensez à aller regarder la base de données du Creator Studio, histoire de pas vous être fadé tout le taf de faire cette super vidéo et qu'elle se fasse striker au moment du passage par la moulinette Content ID. Ça serait quand même dommage. Voilà. Donc en principe, quand vous postez une reprise ou un cover en fonction de ce qui a été prévu et de ce qui est listé dans cette base de données Creator Studio, l'éditeur pourra demander soit de supprimer la vidéo, c'est donc le strike, ou alors de récupérer pour son compte la monétisation de la vidéo. Pour les remixes, c'est un petit peu plus compliqué parce que certes, il y a toujours ces questions d'autorisation pour le droit de l'auteur et de l'éditeur, mais c'est encore un peu plus compliqué puisque s'ajoute par-dessus tout ça le droit qu'aura le remixeur sur son remix puisqu'il aura apporté des nouveaux éléments à l'œuvre. Voilà. Donc si effectivement l'éditeur a posteriori autorise, pourquoi pas? Ce qu'on constate actuellement sur YouTube, c'est quand même une tolérance sur plein de remixes. Donc, on peut pas vous dire OK, allez-y, c'est tout bon, mais on constate que globalement, c'est plutôt bien accepté. Mais surtout, la problématique, c'est effectivement si l'éditeur décide de ne pas faire supprimer la vidéo et seulement de récupérer la monétisation, il faut pas oublier que le remixeur, en tant qu'arrangeur ou adaptateur, il a aussi des droits. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va gérer cette monétisation, est-ce qu'on peut la splitter aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas très très sûr. Bref, hypothèse suivante, est-ce que je peux mettre n'importe quelle musique dans mon podcast? Alors, pour cette question, je vous renvoie à une vidéo qui a été faite par une personne incroyable avec des cheveux magnifiques, à savoir moi-même, qui était la première fois que j'ai pointé le bout de mon nez chez Binge Audio. C'est une vidéo qui s'appelle Le droit des podcasts, qui a été tournée lors de la 2e édition du nouveau podcast, qui est une série de conférences de Binge Audio, et où pour aller très très vite, j'expliquais que non, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle musique dans votre podcast. C'est assez restreint et idéalement, du coup, ce qu'on expliquait à ce moment-là, c'était que faites composer un truc par un pote, c'est beaucoup plus pratique. Mais effectivement, c'est très 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 compliqué de juste prendre n'importe quelle chanson qui vous plaît et de la mettre dans votre podcast. Ce n'est pas autorisé. Donc ne vous amusez pas à ça. Vraiment, c'est une violation de la loi et ça va à l'encontre de ce qu'on a vaguement évoqué avant, donc le droit de synchronisation, que peut-être on évoquera dans un prochain épisode. En tout cas, ouais, je pense que oui. Voilà. Donc, désolé, mais pour les podcasts, c'est non. Ensuite, est-ce que je peux retrouver ma musique à la radio ou à la télé sans jamais avoir donné mon autorisation à personne, Loïc? Là, je peux te répondre. Effectivement, alors là, on parle moins de l'œuvre, on parle beaucoup plus de l'enregistrement. De son enregistrement. Voilà. Rappelez-vous, c'est pas la même chose entre la composition, l'interprétation, l'enregistrement. Voilà. Donc là, on va être sur le livre 2 du Code de la propriété intellectuelle. Et c'est le principe de la licence légale qui est prévu par l'article 214.1. Donc les artistes, interprètes et producteurs ne peuvent s'opposer à la diffusion en public, sauf spectacle vivant, et à la radiodiffusion pour sonoriser les programmes produits par les radios et télédiffuseurs. Donc en échange de cette exception au droit d'autoriser, la chaîne ou la radio reverse des droits à l'ASPRE, qui reverse aux sociétés de gestion, donc SCPP, SPPF, Adamis, Pédidam et SACEM. Donc oui, la licence légale couvre les droits voisins, mais la SACEM autorise les radios et les télés à diffuser comme ils le veulent les œuvres du catalogue grâce à un contrat de représentation générale également pour la partie droit d'auteur. Voilà. Encore faut-il que les chaînes et les radios déclarent ensuite et payent correctement, mais ça c'est autre chose. Et voilà, je parlais d'une mésaventure qui m'était arrivée il y a 18 mois maintenant, où on avait retrouvé avec mon groupe une de nos chansons qui était utilisée dans une publicité sur une grande chaîne de sport et qui a priori n'a jamais déclaré cette utilisation-là. Mais bon.
Et ça, c'est pas très sympa. Voilà. Ensuite, et pour quasiment finir, donc on a le droit, du fait de cette licence légale, il est autorisé pour les chaînes de télé et les chaînes de radio de diffuser sous réserve de rémunération des œuvres sans forcément demander. Mais il n'y aurait-il pas des petites exceptions à cela ? C'est plus qu'une exception, c'est la question de savoir est-ce que du fait que ça passe à la télé, on peut faire tout et n'importe quoi. Non, bien sûr, parce que dans une pub ou dans un film diffusé très tard le soir sur Canal+, par exemple, ou dans une pub pour un traitement médical pas très glamour. Voilà. Non, évidemment que non. La licence légale, elle ne s'applique pas pour les programmes produits par. Elle s'applique pour les programmes produits par la chaîne de télé, mais elle ne s'applique pas pour les publicités, les films, donc les programmes produits par des tiers, dont la chaîne acquiert uniquement les droits de diffusion. Donc il faut évidemment demander l'autorisation préalable, et c'est encore une fois ce fameux droit de synchronisation. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le droit moral d'un auteur, c'est-à-dire que, ou d'un artiste-interprète d'ailleurs. Si un auteur considère qu'une utilisation d'une œuvre porte atteinte à son œuvre, à son image, à son intégrité, il peut s'y opposer. D'accord, donc en fait, le droit moral dont on a déjà un peu parlé et dont je pense on reparlera à de nombreuses reprises, permet à l'auteur ou à l'interprète, donc à l'ayant droit, etc., de s'opposer à certaines utilisations de son œuvre, alors sous certaines hypothèses, et notamment si jamais cette utilisation peut porter atteinte à son intégrité, ses valeurs, peut être un peu insultante ou des choses comme ça. Ok, c'était un peu notre premier petit tour de piste sur le droit de la musique. Je pense vraiment qu'on va en faire d'autres parce qu'il y a encore plein de choses à évoquer entre la copie privée, entre les différents droits qui s'articulent. Là, aujourd'hui, ce qu'on a abordé ensemble, c'est vraiment qui sont les propriétaires des trucs sur la musique. Voilà. C'est un premier tour de piste, c'est une première petite plongée dans ce droit de la musique. On espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez des un peu plus précises que ce qu'on a abordé là. Absolument. Et on les traitera dans les prochains épisodes de cette petite série. C'était Besoin de rien, envie de droit. On se retrouve dans 15 jours. Binge.